Alors bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des phases de la Lune, non pas que vous ne les connaissiez pas, mais c'est aussi pour vous montrer comment on peut avoir déjà vu la Lune bien des fois, avoir un certain nombre de certitudes à partir de ses propres observations, des certitudes, des habitudes aussi. Et puis, lorsqu'on a l'occasion d'observer la Lune à plusieurs, alors à plusieurs, ce n'est pas un groupe de copains au même endroit, mais à plusieurs personnes un peu partout disséminées, du coup, quand on regarde les images de la Lune, là, on se pose de nouvelles questions et on est amené à vraiment bien comprendre les phases de la Lune, ça c'est relativement facile, mais aussi l'image de la Lune que l'on voit, l'image et l'orientation de la Lune. Donc c'est ça que je vais vous présenter ce soir. Alors, tout d'abord, on peut faire des observations en solitaire et avoir quelques aspects évidents qui arrivent rapidement. Par exemple, il y a les différentes phases de la Lune. C'est-à-dire que parfois on voit la Lune en entier, des fois trois quarts, des fois un petit bout, puis même des fois pas du tout. Donc on ne voit pas toujours on voit pas toujours le disque lunaire en entier. On sait qu'il y a une certaine cyclicité, il suffit d'avoir le calendrier de la Poste pour voir qu'il y a les pleines lunes qui reviennent régulièrement. Donc ça nous confirme ce qu'on pensait savoir. Et puis on sait plus ou moins, alors si on observe déjà un petit peu plus la Lune, on peut avoir remarqué qu'à chaque fois qu'on observe la pleine Lune, on a la même image de la Lune, on voit toujours la même chose, les mêmes mers, les mêmes cratères, on voit toujours la même chose. Mais on sait qu'on voit une partie d'une sphère et on voit toujours la même face. Donc on sait qu'il y a la face visible de la Lune et la face cachée, qu'on imagine en général dans le noir, tout le temps dans le noir, la face cachée, puisqu'on ne la voit pas, alors qu'elle est aussi éclairée la moitié du temps. Donc ça, tout le monde a entendu parler des phases de la Lune, de la cyclicité et de la phase visible. Et puis, en général, si on s'intéresse un peu plus aux sciences, ou qu'on a eu des cours rapides d'astronomie, on peut avoir en tête l'idée de quand on ne voit pas la Lune en entier, selon le bord de la Lune, son orientation, ça peut former un P minuscule, parce qu'en majuscule P et D, ça fait dans le même sens, mais si on écrit en minuscule, donc du coup, P, c'est comme premier quartier, c'est la première partie, entre nouvelle lune et pleine lune, et D pour dernier quartier. Donc on a cette idée-là, premier, dernier, voilà. Une autre idée assez répandue, et que l'on voit même déjà dans les livres pour les enfants, le soleil, l'astre du jour, la lune, l'astre de la nuit. Ça, on voit le soleil qu'en plein jour, ça c'est sûr, mais la lune, pas que la nuit, et pas toute la nuit. Et puis on peut même avoir entendu parler de la lune et des marées océaniques, et on peut même avoir encore entendu d'autres choses, comme l'effet de la lune sur la pousse des salades, ou l'effet de la lune sur les naissances. Alors, vous aurez une petite réponse très rapide à chacun de ces points, mais on va surtout s'intéresser au premier. Alors tout d'abord, je vous ai parlé d'une observation multiple. C'est en novembre 2019 que j'ai eu l'occasion de contacter un certain nombre d'enseignants à qui je venais de faire une formation en ligne. Je les ai contactés pour leur demander s'ils pouvaient prendre des photos de la Lune. La question était simple, parce que vous pouvez prendre des photos de la Lune, de la lunaison qui a sa pleine Lune au 12 novembre 2019, et de prendre à minima une photo du premier quartier de la pleine Lune et du dernier quartier. Alors donc ça, c'était ça. Un certain nombre de personnes ont été contactées, un certain nombre un peu plus faible de personnes ont répondu, et puis sur ceux-là, quelques-uns n'ont pas pu, parce qu'il y avait trop de nuages, parce que finalement ils partaient, parce que voilà, un certain nombre de personnes ont pu faire des photos. Au total, il y a 16 points d'observation différents. Donc vous voyez, en France, alors c'est moi, à Lyon, 3 en Espagne, Portugal, on a en Guyane, une photo de Guyane, Burkina Faso, Kenya, Mayotte, Madagascar, on retrouve Mayotte, Madagascar, et on ajoute, alors ça c'est Singapour, la Thaïlande, Hong Kong et l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Donc 16 sites, voilà, des gens qui, avec leur propre matériel, ont pris des photos. Certains avaient essayé avec des smartphones, c'était un peu léger comme qualité de photo, mais avec des appareils photo, et certains avaient des télescopes amateurs, ou certains des télescopes un peu moins amateurs. Donc la qualité des photos est différente,
est variable, on va dire. Par contre, chacun a joué le jeu. Et qu'est-ce qu'on le remarque, par exemple? Ah oui, alors, chacun a joué le jeu, et qu'est-ce que ça donne? Au total, 107 clichés. 107 clichés qui mêlent des plans larges, des zooms et des montages. Alors des montages, parce que quand on veut montrer la Lune sur un paysage, si on fait un temps de pause trop long, on ne va pas voir ce qui est bien éclairé. Enfin, donc, ils ont fait 2 photos à 2 secondes de différence avec des temps de pause différents, puis refait un montage pour qu'on voit très bien et le paysage et la Lune. Mais bon, il y en a 2 de montage dans le total. Il y a 107 images, donc prises d'un peu partout, à différents moments. Donc vous avez Madrid, Lisbonne, Nairobi, Tananarive et Valence, enfin Valencia. J'ai laissé Valencia pour qu'on sache que c'est en Espagne. Voilà. Donc des photos d'un peu partout. J'en reviens donc du coup aux premières choses que l'on sait, la Lune. Les phases de la Lune et sa cyclicité. Alors avant d'aborder ces questions-là, je rappelle la phase visible de la Lune. On la trouve. Voilà, ça c'est une photo de la NASA qui est disponible en une résolution assez énorme. Et puis c'est une mosaïque de plusieurs milliers de photos. Et voilà, ça me donne la phase visible, la phase moyenne visible de la Lune. Et puis par la suite, je vais vous montrer des dessins, des schémas pour comprendre. Alors, je ne redessine pas la Lune à chaque fois avec les bons cratères selon par où on regarde et tout, c'est trop compliqué. Donc, ce sera une Lune stylisée. Alors, pour comprendre comment c'est stylisé, la phase visible de la Lune que vous trouvez classiquement, c'est on représente la Lune avec le nord au-dessus, hein, on a cette habitude. Donc, l'axe de rotation de la Lune nord-sud est là, le trait vertical. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai posé une demi-sphère rouge au pôle nord. Et puis du coup, on a l'équateur lunaire sur cette face visible. Et puis moi, j'ai déposé un cube blanc à l'est, un cône blanc à l'ouest, et puis au besoin, une demi-sphère blanche au centre de la face visible. Alors je ne l'ai pas mise là pour ne pas gâcher la photo, mais voilà. Donc là, finalement, une stylisation de cette Lune. La Lune, vous le verrez, donc là, on voit que ce n'est pas la même vue qu'ici. Ici, c'est la Lune vue par le dessus. Je suis monté au-dessus de la Lune et je regarde, donc j'ai bien le pôle Nord qui est là. Et puis, le méridien ici, donc le méridien qui est là comme ça, qui passe par le centre de la Lune, on voit bien son bord est, son bord ouest, et le centre de la face visible de la Lune. Donc tous les dessins, par la suite, vous aurez le point rouge qui vous montre le pôle Nord lunaire. Alors, sur ce dessin, on voit la Lune qui tourne autour de la Terre pour comprendre les phases de la Lune et sa cyclicité. Alors, la cyclicité, elle vient tout simplement du fait que la Terre tourne autour du Soleil, mais surtout la Lune, elle tourne autour de la Terre. Donc, elle tourne à une vitesse régulière. Donc, une cyclicité, la cyclicité, c'est assez évident à comprendre, puisque ça tourne autour, à vitesse régulière. Alors ici, ce dessin, vous voyez, donc le pôle Nord au-dessus, donc on est où ? Pour simplifier, on dit que tout bouge sur le même plan de l'écliptique. Donc on a le Soleil à gauche, on a la Terre, et sur le plan de l'écliptique, la Lune qui tourne autour de la Terre. Eh bien, le Soleil éclaire aussi bien la Lune que la Terre. Le côté qui est du côté du Soleil, il est dans le jour. Alors j'ai mis en gris clair pour la Lune, parce qu'elle est quand même bien grise, et en bleu pour la Terre, la planète bleue. Donc là, tout ce qui est face au Soleil est éclairé. Puis ce qui est de l'autre côté, c'est la nuit. Alors, on voit bien que, de toute façon, à chaque instant, la moitié de la Terre est éclairée, la moitié de la Terre est dans la nuit, et c'est pareil pour la Lune. Seulement, la Lune, elle n'est pas vue depuis... on la voit non pas depuis l'espace, on la voit depuis la Terre. Donc on est là, on est à la place de la Terre. On se rend compte, pour les deux cas les plus simples, que si on est sur la Terre et qu'on regarde la Lune alors qu'elle est entre le Soleil et nous, qu'est-ce qu'on peut voir de la Lune ? Uniquement le côté qui n'est pas éclairé. Donc on ne la voit pas. Ou très mal, lumière cendrée, etc. J'ai affaire à peut-être à un auditoire de spécialistes, mais enfin bon, on n'a pas la pleine Lune là. Là, c'est la nouvelle Lune. On n'a pas la lumière du Soleil directe sur la Lune. Par contre, de l'autre côté, on se rend compte que si la Terre ne fait pas de l'ombre sur la Lune, finalement, depuis la Terre, qu'est-ce qu'on voit ?
tout ce que l'on voit de la Lune est éclairé. Donc on comprend bien que parfois on voit de la Lune éclairée, parfois pas. Mais si on se met dans une position intermédiaire, si on regarde la Lune dans cette position qui est notée LGA, Lune gibbeuse, j'ai appelé ascendante, donc c'est-à-dire dans la première partie, qu'est-ce qu'on voit? Le centre de la face visible de la Lune, on la voit éclairée. Le côté ouest, on le voit, le côté est, pardon, on le voit éclairé. Le côté ouest, non, on le voit pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Lune plus qu'à moitié éclairée, mais il y en a un bout qu'on ne voit pas, qui est sombre. Donc on se rend bien compte que les phases de la Lune, c'est-à-dire ce qu'on appelle les phases d'extérieur, la forme de la Lune qu'on voit, pleine ou complètement vide, elle dépend de la position relative Soleil, Terre, Lune. Tout simplement. Et donc comme la Lune tourne autour de la Terre, elle n'est pas toujours dans la même position relative par rapport à la Terre quand on prend le Soleil comme référence. Donc ça explique qu'on voit plus ou moins de Lune éclairée. Et puis ça fait donc on va de pas éclairé à moitié éclairé, complètement éclairé, à moitié éclairé, puis on passe par tous les intermédiaires, et ça revient, c'est cyclique. Donc ça, on va dire, c'est assez facile à comprendre. Là, quand même, une petite chose à comprendre en plus, c'est que dans le dessin précédent, j'ai mis la Terre, la Lune tournait autour de la Terre, et la Terre était bien tranquille là où elle était. Ça permet déjà de comprendre pas mal de choses. Il faut comprendre qu'en vrai, pendant que la Lune tourne autour de la Terre continue à tourner autour du Soleil. Elle n'attend pas. Donc ce qui veut dire que quand la Lune... Alors qu'est-ce qui nous permet de repérer que la Lune a fait un tour autour de la Terre? C'est l'axe Terre-Lune vu de loin. Là, on est encore sur le plan de l'écliptique. Vous voyez toujours le pôle nord de la Lune. On regarde toujours de dessus. Eh bien, on se rend compte que, voilà, on prend une position de départ. Je n'ai pas pris n'importe laquelle. Position de départ qui prend le Soleil, Terre, Lune alignés dans cet ordre-là. Donc on est en pleine Lune. Pleine Lune 1. La Lune, elle tourne autour de la Terre. L'axe Terre-Lune est comme ça. Au bout d'un certain temps, l'axe Terre-Lune revient dans la même direction. La Lune a fait un tour autour de la Terre. Mais si vous regardez la Lune vue depuis la Terre, la Lune, elle n'est pas alignée avec le Soleil et la Terre, puisque la Terre a tourné. Donc il faut que la Lune refasse encore un petit bout de tour pour se retrouver alignée avec la Terre et le Soleil. Donc et on est en pleine Lune 2, en deuxième pleine Lune. Alors, ça, 27,32 jours, c'est le temps que met la Lune pour faire un tour autour de la Terre, alors que 29,53 jours, le mois lunaire, pour nous, observateurs terrestres, c'est le temps qui sépare deux pleines lunes. C'est le temps pour retrouver l'alignement Soleil-Terre-Lune dans cet ordre-là. Voilà, d'accord. Remarquez, on a exactement la même chose pour la Terre. La Terre tourne sur elle-même, elle fait un tour sur elle-même, non pas en 24 heures, mais en 23 heures, 56 minutes. Mais quand elle a fait son tour, comme elle a un petit peu bougé, on ne se retrouve plus face au Soleil. Si on est en position midi, quand on a fait un tour, comme on a un peu bougé, il faut qu'on retourne encore un petit peu pour être face au Soleil. Donc, c'est les 4 minutes de différence. Pour nous, le jour, c'est 24 heures, mais voilà. Le jour, pour nous, ce n'est pas un tour de Terre sur elle-même. C'est bien toujours une position par rapport au Soleil. Voilà. Donc, on a la même chose pour la Lune. Jusque-là, finalement, rien de bien compliqué à comprendre. On avait plus ou moins tous compris ça. Et puis là, du coup, arrivent des clichés. 6 vues du premier quartier. Alors, ces vues ont été prises le 3 ou 4 novembre. Les gens prenaient la photo quand ils pouvaient. Il fallait qu'il n'y ait pas de nuages. Des fois, ils disaient excusez-moi, j'ai un jour de retard parce qu'il y avait des nuages. Je dis c'est pas grave. On est en gros au premier quartier. Non. Madrid, Nairobi, Nouméa, Canberra, Kanikeli, c'est à Mayotte, et Ouagadougou. Alors, premier quartier, si on regarde la photo de gauche, là, on est tranquille. On dit oui, là. Là, on a bien, si je continue la barre vers le bas, on a bien un P, premier quartier, c'est nickel, ça marche. Je le savais. Si on prend celle-ci, oui, si on fait la barre, oui, le P, il est un peu penché, mais bon, c'est un P.
c'est là, le P est bien penché, hein, mais il n'a pas basculé. Hein. Le P est bien penché. Si on continue, là, on a bien un P. Par contre, si on regarde les trois autres, on peut le chercher, le P. Si on fait une barre qui continue vers le bas, ce ne sera pas un P, ce sera un Q minuscule. Par contre, si on fait une barre vers le haut, on a bien un D, hein, surtout ici. On se met à Canberra, là, on continue la barre vers le haut, hein, cette limite-là vers le haut, et on a bien un D. Alors, déjà là, finalement, on reçoit 6 clichés, on les regarde, et on se dit, bah, tiens, alors moi qui ai toujours pensé que c'était très simple, P, premier quartier, D, dernier quartier, il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a un truc qui ne va pas, et là, il va falloir l'expliquer. Alors, d'où est-ce que ça vient, cette idée de premier et dernier? J'ai repris le dessin de tout à l'heure, hein, avec la Lune qui tourne autour de la Terre, avec, alors en plus, hein, la face visible, face cachée. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis ici, c'est hein, donc la Lune, la vitesse de rotation de la Lune est synchronisée avec sa vitesse de révolution, donc ce qui fait que le centre de la Lune est toujours face à la Terre. Donc si on regarde ça, depuis la Terre, on va se mettre à la place de la Terre pour observer. Mais on se met comment? On enlève la Terre, on se met dessus. On se met comment? On se met sur le plan de l'écliptique. Comment? Couché, debout, assis, la tête en haut, la tête en bas. Selon comment on va se mettre, on ne va pas voir la même chose. Donc finalement, qu'est-ce qu'on représente classiquement? On se dit, on se met sur le plan de l'écliptique. Comment elle va se mettre, l'observatrice, dessus? Elle va se mettre à la place de la Terre. Puis elle va mettre sa tête où? Vers le nord. On a toujours la tête au nord, voyons. On marche à l'endroit. Donc finalement, si on se met la tête au nord, la Lune, quand on le regarde, le pôle nord est toujours en haut. Si on se met sur le plan de l'écliptique, à la place de la Terre, la tête au nord, le pôle nord de la Lune, quel que soit le moment où on le regarde, le pôle nord est en haut. Et puis la Lune tournant de manière synchrone avec sa vitesse de révolution, le centre de la face visible de la Lune est toujours au même endroit. Parfois on ne le voit pas, parfois on le voit. Et donc du coup, si on se met là et qu'on regarde, là c'est une nouvelle Lune, on ne voit rien. Là, on voit qu'on a un petit croissant. Là, on a une petite partie qui est éclairée du côté est. Du côté est, on a une petite partie qui est éclairée. Puis cette partie croît, puis croît encore plus, on a la pleine Lune, et puis c'est de l'autre côté. Le côté est, il est plus éclairé. Hein, il est plus éclairé, puis de moins en moins. Et puis il y a la moitié est qui est plus éclairée, puis on va arriver au dernier croissant et on recommence. Premier quartier, ça c'est la Lune qu'on voit. Si on continue la barre vers le bas, on a bien un P. Et dernier quartier, si on continue la barre vers le haut, on a bien un D. Donc finalement, le P et le D, c'est pas bête du tout, mais ça ne correspond pas à la manière dont on voit la Lune, ça correspond à la manière dont un observateur fictif voit la Lune s'il prend la place de la Terre en faisant attention d'avoir la tête au nord. Donc c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Donc du coup, il faut s'intéresser à comment on voit la Lune, mais pour tout le monde, pas seulement pour un observateur fictif. Alors pour ça, on va faire des dessins, une représentation un peu plus loin. Donc là, j'ai toujours le Soleil, la Terre et la Lune. Je me mets dans la position du dernier quartier, on ne va pas faire toutes les phases, hein. Une fois qu'on en a compris une, on a tout compris. Et puis cette observatrice de tout à l'heure, qui nous montrait le système Terre-Lune, je la positionne sur la Terre, à différents endroits. Alors là, je ne me suis pas mis n'importe comment, je me suis mis uniquement sur le plan, hein, comme ça, face à la Lune. Je reste là, et puis là, elle est sur le plan de l'écliptique couchée, et là, elle est de l'autre côté, et puis là, elle est dans le côté jour, le côté nuit, et puis j'ai même deux positions où je ne vois plus l'observatrice, mais juste son ombre, je la mets même de l'autre côté, avec la tête en bas. Hein, donc il y a 6 positions différentes. Alors là, j'en vois que 4. Alors cette observatrice, elle n'est pas dessinée n'importe comment. Hein. Elle a une queue de cheval qui nous montre bien l'arrière, donc on voit avant-arrière, donc on sait dans quelle direction elle regarde, et elle lève le bras droit. Donc à chaque fois, on a comme repère avant-arrière et son bras droit. Qu'est-ce qu'elle voit à sa droite? Qu'est-ce qu'elle voit à sa gauche? Là, par rapport au dessin précédent,
je me situe ici. C'est-à-dire que je vais, moi, observer l'observatrice, les observatrices, je vais regarder les observatrices, en me posant, moi aussi, sur le plan de l'écliptique, la tête au nord, parce que je préfère. Je me mets la tête au nord et je regarde la Terre avec l'observatrice. Et comme j'ai des yeux de lynx, je vois la Lune par transparence à travers la Terre. Elle est derrière la Lune. La Lune, elle est bien au dernier quartier. Il y a son pôle nord au-dessus et sa moitié est est dans la nuit. Sa moitié ouest est dans le jour. L'observatrice, donc c'est différentes positions. Ça, c'est les deux positions où je voyais que son ombre, l'ombre de ses pieds. Tout à l'heure, j'avais une vue par le dessus. Donc voilà l'observatrice où elle est. Finalement, le pôle nord au-dessus, oui, c'est bien gentil, mais déjà rien qu'en position A. L'observatrice qui est couchée sur le plan de l'écliptique. Alors, elle n'est pas couchée, elle est debout là où elle est. Le pôle nord, il est où par rapport à elle? Tournez-vous comme elle. Le pôle nord, il est où? Il est à l'horizontale, à sa droite. Mais pas en haut. Il n'est pas en bas. Alors bon, c'est une position particulière sur l'horizontale. C'est le haut un peu bas, mais bon. Et si on est en B, déjà, c'est pareil. C'est sur l'horizontale, mais c'est complètement à gauche. Bon, droite-gauche, surtout à notre époque, on mélange un peu. Si on est en C ou en D, là, on est tranquille. Selon comme on se pose, bon, le pôle nord est au-dessus de l'horizon, mais il est pas avec la même inclinaison côté gauche ou côté droit. Puis si on est là, son horizontale, elle, est comme ça. Le pôle nord, il est carrément dessous de son côté gauche. Donc on va essayer là. Donc vous pouvez vous mettre dans la position d'observatrice et regarder la Lune. Alors, je l'ai fait pour vous. Pour chacune des positions, vous avez comment est vue la Lune. Donc si vous vous remettez dans sa position, en A, vous avez bien le pôle nord qui, pour elle, si vous êtes comme ça, vous avez bien le pôle nord qui est sur l'horizon à droite. Puis pour chacune des positions, vous avez ça. Et puis là, au lieu de représenter éclairé et dans la nuit, on ne représente que la partie éclairée. Donc finalement, voilà l'image qu'auront ces 6 observatrices. Elles observent la même Lune, c'est la même image de la Lune. Vous aurez les mêmes cratères, les mêmes mers, etc. Mais ce n'est pas orienté pareil. Finalement, ceux qui sont au nord, ça fait bien un D. Mais ceux qui sont au sud, ça fait un P. Un P comme, pas comme dernier. Donc là, ça ne marche pas. D'accord ? Donc finalement, le fait d'observer à plusieurs, ça fait que la question que l'on se pose peut-être, parce qu'on a eu la possibilité de travailler ou de voyager dans le monde entier et de passer dans l'hémisphère sud et de temps en temps observer la Lune et de se poser la question, là, on n'a pas besoin de se déplacer. On fait confiance aux collègues qui sont de l'autre bout du monde, ils ne nous font pas une farce. D'accord ? Et puis finalement, quand on réfléchit 2 minutes, on arrive à comprendre leurs observations. Alors cette bascule, puisque là finalement, on peut appeler ça une bascule de cette ligne. Alors cette ligne qu'on appelle le terminateur, qui est la limite jour-nuit sur la Terre, sur la Lune, pardon. La limite jour-nuit sur la Lune, c'est ce qu'on appelle le terminateur. Donc cette bascule du terminateur, on peut le voir aussi tout seul, en solitaire, mais faire des observations qu'on a peut-être moins l'habitude de faire, des observations plus longues. En général, on regarde la Lune, on discute 5 minutes, on prend une photo, puis on passe à autre chose. Là, une des collègues qui était à Lisbonne a pris la photo, mais n'étant pas sûre d'elle, elle en a pris 2. Mais à 2h11 d'écart. Une à 4h de l'après-midi, une après, vers 6h30. Donc là, c'était en plein jour, mais enfin, on voit quand même bien que le terminateur est légèrement penché vers la gauche, et là, légèrement vers la droite. On voit cette bascule. Alors là, la bascule, on la voit d'autant mieux que c'est à Madrid, et on a à peu près une vingtaine d'heures d'écart. Donc là, la bascule est encore plus importante. Ça reste, là, on est dans l'hémisphère nord, c'est bien un D, mais il n'est pas penché pareil. D'accord ? Là, c'est le dernier quartier, là, c'est le premier. Donc, là, on a bien un D plus ou moins penché, et là, un P plus ou moins penché. Ça veut dire qu'au fil des heures, il faut se rappeler que notre position à nous
Elle change, puisque la Terre tourne sur elle-même. Donc, notre point de vue sur la Lune, il change. Donc, l'image que l'on a de la Lune change aussi. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué à représenter, mais on va y arriver. Alors, pour comprendre ça, je prends un cas simple. Alors, simple, pour faciliter les dessins et les calculs. Parce que la géométrie en 3D, c'est rigolo. Puis quand ça tourne en même temps, ça devient intellectuellement intéressant, mais beaucoup plus facile à mettre en équation et à ne pas dire n'importe quoi. Donc finalement, je me suis positionné dans le cas, je suis au solstice de décembre. Alors pour nous, nordistes, solstice d'hiver. Solstice d'été pour l'hémisphère sud, donc solstice de décembre. Parce que là, pour la première fois, je représente le pôle Nord sur Terre. Avant, je n'avais jamais représenté le pôle sur la Terre. Parce que le pôle, il n'est pas toujours au même endroit au cours de l'année, dans ce système, enfin face au Soleil. Donc là, je vais prendre deux observateurs fictifs. Un qui pourra être en Espagne, à 40 degrés de latitude nord, et puis un vers 15 degrés de latitude sud. Oh, je ne sais plus, ça doit correspondre au Kenya, quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a plein de pays à 15 degrés de latitude sud, prenez-en un. Mais finalement, si je regarde toujours de dessus, j'ai toujours ma Lune comme repère, dernier quartier, le pôle Nord, je vois le pôle Nord, donc je suis au-dessus du plan de l'écliptique. Donc là, quand est-ce que je peux voir la Lune depuis la Terre ? Quand la Lune voit la Terre, donc quand je peux voir, si je suis ici, je ne peux pas voir la Lune. Donc je peux voir la Lune sur cette moitié-là. D'accord ? Alors au solstice de décembre et au dernier quartier, il se trouve que la Lune est dans la position qu'occupe le Soleil aux équinoxes. Un quart de tour. Si on fait un quart de tour, le Soleil, on est aux équinoxes. Équinoxe, les nuits de même durée, équinoxe, partout où on observe, pour avoir des nuits de même durée du nord au sud, c'est qu'on est à 12-12. Donc ça veut dire que là, au lieu d'être aux équinoxes et d'être face au Soleil pendant 12 heures, on est à l'équivalent des équinoxes pour la Lune. Et donc, depuis n'importe quel point de la Terre, on peut théoriquement voir la Lune pendant 12 heures. Donc finalement, ces deux observateurs, ils sont des positions différentes sur Terre, mais ils peuvent voir la Lune pendant 12 heures. Donc là, j'ai noté 0 heure, 12 heures plus tard, et puis 3 positions intermédiaires. Alors, 3 positions intermédiaires. Comme tout à l'heure, je regarde la Lune par transparence, je me mets sur l'écliptique, la tête au nord, etc. Et je regarde les observateurs et la Lune par transparence. Donc je suis bien au dernier quartier, toujours. Le pôle nord de la Lune au-dessus. Et qu'est-ce que je vois ? Mon observateur à 40 degrés nord, il est là, au début, là, à la fin. C'est des positions comme pour l'observatrice de tout à l'heure. On est sur le bord, c'est pour ça que j'avais fait en gros les observatrices sur le bord, parce que ça c'est le plus simple. On peut se remettre dans la position de l'observateur au début et à la fin. Et puis, au bout de 3 heures, il est là. On tourne sur la face qu'on ne voit pas de la Terre, qui est une sphère, qui est sphérique. Donc au bout de 3 heures, on est là, 6 heures, on est là, 9 heures, on est là, 12 heures, on est là. Et puis, pareil, au sud. Donc là, on va représenter comment chacun des observateurs voit la Lune au cours de ces 12 heures d'observation. Alors, pas heure par heure, 5 points, ce sera déjà pas mal. Et les positions ont été prises de manière à ce qu'il n'y ait pas besoin de faire 50 observations pour comprendre. Alors finalement, si je me mets à 40 degrés nord, alors comme le temps va de droite à gauche, puisque sur le dessin, le temps va de droite à gauche. La Terre tourne sur elle-même. À minuit, on est là. À midi, on est de l'autre côté. Donc on bouge comme ça. Et bien du coup, pour chaque... donc je vous ai dit, pour ici et là, c'est comme le dessin précédent avec l'observatrice, il suffit de se pencher pour faire les extrêmes. Et puis, en calculant, en regardant un peu de géométrie, un petit peu plus compliqué, on arrive à dessiner dans quelle position, en fait, déterminer la position de notre verticale par rapport à l'axe nord-sud de la Lune. C'est l'intérêt c'est le but du calcul. On se rend compte qu'à 40 degrés nord, oui, on a bien un dé, mais qui se redresse petit à petit au cours des 12 heures d'observation et qui change de côté où il penche. D'accord ? Bon, il penche bien
est bien tombé vers la gauche, puis après il se redresse, il se penche un peu vers la droite. Puis si on regarde à 15 degrés sud, ben oui, là on est au sud, on est sous le plan de l'écliptique, ben c'est un P. C'est un P ben, qui se redresse. Il se redresse, puis il se redresse tellement que là il bascule. Donc là c'est plus un P, c'est un D qui est penché de l'autre côté. Donc là l'observateur qui est à 15 degrés sud, au solstice, au dernier quartier, hein, donc c'est un cas très particulier, ben finalement il y a des observateurs qui au cours de leur période d'observation, pour le dernier quartier, voient, oui, mais je suis au sud, donc le dernier quartier c'est P, ben oui au début, mais pas à la fin. Tout simplement parce que c'est comme pour les observatrices que j'avais mis à des positions différentes tout à l'heure, l'axe de rotation de la Terre faisant 23 degrés par rapport au plan de l'écliptique, au cours de la journée, un observateur peut passer du sud au nord ou du nord au sud du plan de l'écliptique. Donc on se retrouve un coup, c'est comme si on était des observatrices qui changeaient en plus de position. Mais là, juste en tournant autour de la Terre, comme c'est penché, on a parfois la tête en bas, parfois la tête en haut. Voilà. Donc là, on voit que la position de l'observateur par rapport au système Terre-Lune change au cours du temps et qu'on peut même passer de premier à dernier, enfin, de la forme de P à D ou de D à P, selon où l'on est. Alors cette bascule, la bascule du terminateur, on peut la voir aussi à d'autres moments qu'au premier et dernier quartier. On peut même la voir à la pleine lune. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que cette bascule ? C'est comme si la Lune, elle tourne. Nous, on bouge. C'est comme l'image de la Lune, pour nous, elle tourne. Si on prend la pleine Lune, on la voit complètement, on repère, mer des crises de la tranquillité, moi, ce que j'appelle les deux yeux. Bon, chacun y voit, il y en a qui voient une tête de lapin. Voilà, il y a plein de choses différentes. Voilà, la tête de lapin ou les deux yeux. Voilà, là, on est bien en bas à droite. Là, on est carrément au-dessus. Là, on est sur la gauche. On est au-dessus vers la droite, un peu sur la gauche. Donc, pour passer d'une image à l'autre, il suffit de faire tourner la Lune. Donc finalement, si on a plusieurs observateurs qui observent la pleine Lune, ça montre aussi ce que je vous ai expliqué avant, la bascule liée au lieu d'observation. Avec premier et dernier quartier, c'est plus facile, parce qu'on a un trait qu'on voit bouger, mais là, finalement, c'est la rotation de la Lune. Et nous, en plus, finalement, ça nous fait rappeler, après, on se dit, tiens, je vais me souvenir de la pleine lune que je regardais, et puis on se dit, tiens, c'était où ? Là, la tête de lapin ou les deux yeux. Et puis, je vais essayer de me rappeler pour la prochaine fois. Puis la fois d'après, on se rend compte qu'on ne la voit pas pareil. Ou pareil, un coup de bol, parce que ça tourne. Donc, on dit, je vais regarder 2 heures après. Et à ce moment-là, on se rend compte que ces observations-là, on peut les faire tout seul, mais en étant à plusieurs, on gagne parfois un peu de temps. Pour se poser les bonnes questions et comprendre complètement le phénomène. Alors d'autres choses, finalement, là sur ce dessin tout à l'heure, ça n'a choqué personne que ces observateurs-là voient la Lune. Mais ils sont bien de jour, ils sont sur la partie éclairée. Là, ils sont dans la nuit. Oui, la Lune, astre de la nuit, ça marche. Mais là, la Lune, on la voit aussi de jour. On peut la voir de jour. Donc finalement, la Lune est bien observable de jour comme de nuit. Et puis, si on était à 40 degrés nord, on la voyait surtout la nuit et un petit peu le matin. Puis si on était à 15 degrés sud, on la voyait un peu la nuit et beaucoup plus de jour. Ah oui. Donc finalement, le soleil le jour, ça marche. La lune la nuit, oui, on peut voir la lune la nuit. On peut la voir aussi le jour. Et selon sa place sur Terre, pour un même jour lunaire, plus ou moins le jour ou plus ou moins la nuit. Alors, pour comprendre en plus l'observation de jour ou de nuit, je garde le même dessin, mais là je vous demande d'imaginer, de compléter le dessin vous-même, je n'ai pas eu le temps de le refaire. C'est la Lune, là, si je me passe à la pleine Lune, donc je suis complètement à droite, à la pleine Lune, on voit le disque lunaire complètement éclairé, mais finalement, si la Lune est ici,
d'où est-ce qu'on peut observer la Lune? Uniquement depuis la partie de la Terre qui est dans la nuit. D'accord? Donc finalement, si je suis à 15 degrés sud, je ne pourrai l'observer que moins de 6 heures, alors que si je suis au nord, je pourrais l'observer peut-être 7 heures ou 8 heures. Donc la durée d'observation de la Lune, un jour donné, elle varie en fonction aussi de ma position. Alors position extrême, hein. Si je fais une mission en Antarctique, au solstice de décembre et que je veux voir la pleine lune, moi je peux courir. Même s'il n'y a pas trop de soleil et que la lune n'est pas trop éclairée, je ne peux pas la voir, je ne suis pas du bon côté. Là, toute la journée, je suis dans le jour. Par contre, si je suis au-delà du cercle polaire, là, j'observe la lune pendant 24 heures. D'accord? Donc le temps d'observation de la lune, un jour donné, eh ben, il varie en fonction de ma position sur Terre. Et on a vu tout à l'heure, en fonction du jour du mois lunaire, je peux ou pas voir la Lune, plus ou moins de nuit, plus ou moins de jour. Alors, si on revient aux positions très classiques, finalement, la nouvelle Lune, on ne peut la voir que de jour. Alors, si on peut voir quelque chose, puisque par définition, c'est là où on ne la voit pas. Mais bon, parfois, on a la Lune cendrée, la réflexion de la lumière de la Terre sur la Lune, ça fait un petit truc. Bon, 2 jours, on peut espérer la voir un peu. Mais que de jour. De nuit, ben non, on n'est pas dans la bonne position. La pleine Lune, on peut ne la voir que de nuit. Que quand c'est la nuit, là où l'on est. Nuit qui dure plus ou moins longtemps en fonction du jour de l'année. Mais uniquement quand on est dans la partie nuit de la Terre. Puis finalement, le dernier quartier, quand est-ce qu'on le voit, le dernier quartier? Le dernier quartier, ben on le voit aussi bien de nuit que de jour. Mais pareil, comme tout à l'heure, ben plus ou moins longtemps la nuit et le jour, selon sa position sur Terre et la date dans l'année. Puisque la date dans l'année va faire qu'un cercle de latitude, il va être penché plus ou moins d'un sens ou dans l'autre. Alors, chose supplémentaire qu'on peut se rappeler aussi, c'est que vous n'y avez peut-être pas fait plus attention que ça, ou pour vous ça paraît évident. Le Soleil, pour nous, se lève à l'est, se couche à l'ouest. Ça vient tout simplement du sens de rotation de la Terre. Le sens de rotation de la Terre fait que finalement, à Soleil fixe, comme nous on bouge, c'est comme si le Soleil se levait à l'est et à l'ouest. Pour la Lune, c'est pareil. En une journée, le temps qu'on fasse un tour, le Soleil n'a pas bougé beaucoup. La Lune a un peu bougé. Ce qui fait que le lever de la Lune, ce n'est pas toutes les 24 heures, c'est un peu plus de 24 heures, mais elle se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest, pareil. Donc finalement, on retrouve des choses. Le fait de réfléchir à ces rotations, etc., c'est que finalement, si je suis ici, je ne vois pas la Lune, puis si je tourne, c'est que quand je vais arriver ici que je pourrai voir la Lune. Donc quand je vais arriver à un point qui est à l'est par rapport à moi. Donc quand je vais être ici pour la voir, ça va être vraiment de mon côté droit à l'est. Et puis après, ça va être face à moi, au sud, pour nous dans le nord. Et puis, puisque, rappelez-vous, si vous allez au Chili, que vous regardez le soleil, à midi, il est au sud, en plein sud. Il est en plein nord, il n'est pas en plein sud. Parce qu'à cause de la tête en bas, toujours. Et donc, là, selon la position, alors on peut prendre une position, alors j'ai gardé que celle-ci, croissant, premier croissant ascendant ou croissant, qui va en augmentant. Ben finalement, quand est-ce qu'on peut le voir? Quand on est en face, donc quand on est dans cette partie-là de la Terre. Cette partie-là de la Terre, comme la Terre tourne comme ça, là c'est minuit, là c'est midi, là c'est le matin, là c'est le soir, finalement, un croissant ascendant, je ne pourrais pas le voir tôt le matin. Je pourrais le voir à partir de la matinée, dans la matinée, et puis je ne pourrais pas le voir toute la nuit, mais plutôt au début de la nuit. D'accord? Donc si vous voyez un croissant de lune, si vous êtes tôt le matin, ce n'est pas celui-là de croissant, c'est l'autre. Donc en faisant attention en plus, vous voyez que le moment dans la journée où l'on peut voir la Lune dépend aussi du mois lunaire, du jour du mois lunaire. Donc là, le fait d'avoir récupéré 107 images qui viennent d'un peu partout, oblige à se poser des questions un peu
plus compliqué. Hein. Ah oui, tout le monde n'a pas pris les photos à la même heure. Tout le monde a... Il y en a c'est de jour, il y en a c'est de nuit. Il y en a qui ont la tête en bas, d'autres non. Voilà, donc ça fait quand même pas mal réfléchir. Alors, autre chose, finalement, cette histoire de P et de D. Il va falloir qu'on s'en débrouille un jour. On a le droit de bouger. Hein, la mobilité, c'est à la mode. Parfois, il suffit de traverser la rue pour faire des choses, mais parfois, on peut traverser des continents. On peut se retrouver, je ne sais pas, télétransporté quelque part. Tout à coup, on voit la Lune. Eh bien, on va pouvoir savoir, peut-être, si on est au nord ou au sud. Hein, on a vu tout à l'heure avec l'orientation. Mais on va aussi pouvoir savoir si on est plutôt dans la partie nouvelle Lune, pleine Lune, ou pleine Lune, nouvelle Lune. La Lune tourne sur elle-même. Ici, au centre de la face visible de la Lune, hein, la personne qui est ici, un observateur, on va renvoyer des hommes sur la Lune, on le placera au centre de la Lune, puis on le fera attendre. Mais qu'est-ce que là, il est à minuit pour lui, là c'est la nuit. Et puis la Lune tournant sur elle-même et autour de la Terre, ben finalement, que va voir cet observateur? Ben que le Soleil va arriver par l'Est. C'est bien le côté Est qui commence à être éclairé. Puis la moitié Est est éclairée. Puis une grosse partie qui gagne vers l'Ouest. Puis en pleine Lune, Est et Ouest sont éclairés. Et puis après, de pleine Lune à Lune gibbeuse descendante, ben, l'Est se cache. Par contre, l'Ouest est bien éclairé et de plus en plus. Hein. L'Ouest reste éclairé. Et puis, ben, c'est la partie Est qui, de plus en plus, est dans la nuit, puis de plus en plus, puis finalement, tout le monde est dans la nuit. Donc finalement, pour savoir si on est dans le premier quartier ou dans la première moitié de la journée lunaire, ben, il suffit de regarder, non pas le terminateur, si on ne sait pas où on est, il suffit de reconnaître la face de la Lune. Si on voit la face, la bordure est de la face visible de la Lune, donc mer des crises, mer des tranquillités, ben, c'est qu'on est entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. On est dans cette partie-là, quand l'Est est éclairé. Et puis, si par contre c'est le bord ouest de la face visible de la Lune qui est éclairé, mer des tempêtes, mer des humeurs, cratère Grimaldi, eh bien, c'est qu'on est dans l'autre moitié du cycle lunaire. On est entre pleine Lune et nouvelle Lune. Et puis la forme va nous dire si on est en lune gibbeuse ou croissant, ou dernier quartier. D'accord ? Donc là, je vous le remets juste avec la Lune. Hein. Donc la correspondance premier et dernier quartier, premier et dernier, ça reste valide si on a tout le temps la tête au nord. Alors si on a tout le temps la tête au nord, normalement si on est au-delà des tropiques, du tropique nord. Alors seulement tous les dessins que j'ai faits jusqu'à maintenant, c'est en considérant que la Lune elle est sur le plan de l'écliptique, ça simplifie les calculs, on comprend très bien. La Lune, le plan de rotation de la Lune étant penché d'à peu près 5 degrés par rapport au plan de l'écliptique, finalement, cette limite au-delà de laquelle on est sûr d'avoir toujours la tête au nord, non pas par rapport au plan de l'écliptique, mais par rapport au plan de rotation de la Lune, peut monter jusqu'à 28 degrés de latitude nord. Donc si on est au-delà de 28 degrés de latitude nord, P et D, on peut retenir, ça marche tout le temps. Mais du coup, ça ne correspond pas à tout le monde. Là, on laisse tomber des gens. On laisse surtout les gens qui sont dans la zone intertropicale, même si c'est des tropiques élargis à 28 degrés, où ça peut basculer. Parce que finalement, en dessous de 28, enfin au-delà de 28 degrés de latitude sud, les gens peuvent aussi juste retenir P et D, ça marche, mais c'est à l'envers pour nous. Voilà. Si on retient, si je vois mer des crises, mer des fécondités, je sais que c'est l'équivalent du P, je suis dans la première moitié du cycle, et si je vois mer des humeurs, Grimaldi, océan des tempêtes, c'est que je suis dans l'autre moitié. Donc ça, quel que soit le point d'observation. Puisqu'on a tous la même image de la Lune. On voit tous à un moment donné, la même image de la Lune. En résumé, vous avez tous compris les phases de la Lune. Vous n'aviez pas besoin de moi. La face visible et la face cachée. On voit toujours la même, c'est la rotation. Une petite histoire là, je rappelle la face cachée. Les gens se disent, on ne peut pas l'observer la face cachée puisqu'elle est dans la nuit. Oui, enfin, sauf qu'à la nouvelle Lune, elle est en plein jour. Donc finalement, les photos de la face cachée, c'est pas en éclairant au flash. C'est juste en passant à la nouvelle Lune, le satellite autour de la Lune, et on a des superbes photos. Voilà. Vous savez qu'on peut voir la Lune plus ou moins penchée.
de jour comme de nuit, dans des proportions variables jour-nuit pour une période d'observation. Plus ou moins longtemps, hein, quelques heures, à pas d'heure du tout, entre 0 et 24 heures pour une chose comme ça, pour un tour de la Terre sur elle-même. Tout ça dépend du lieu où l'on est sur Terre, de la date dans l'année, de l'heure exacte, puisqu'au cours des heures on se déplace, et le jour du mois lunaire. Hein, puisque selon qu'on observe la pleine lune ou le dernier quartier ou le premier quartier, ben selon la date, etc., ce ne sera pas au même moment qu'on pourra voir la lune. Donc, finalement, quand on y va pas à pas, bon, on le retient. Et vous savez aussi maintenant, vous saviez certainement déjà pour certains d'entre vous, reconnaître à coup sûr le premier et le dernier quartier. Donc c'est, si vous êtes au-delà de 28 degrés de latitude nord, que vous en êtes sûr, P et D, ça marche. Sinon, on vous dit, je t'emmène en voyage quelque part, 10 heures de vol d'avion, vous arrivez, ben vous regardez, et vous savez si vous êtes premier, dernier quartier, et du coup, si vous êtes finalement au-delà de 28 degrés de latitude nord, en deçà, ou dans une autre zone ou à l'envers, la tête à l'envers. Donc, mais ça, juste en voyant l'image de la Lune. On voit la partie est, la première moitié, on voit la partie ouest, c'est la deuxième moitié du cycle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au début, on va aborder tous les points, mais les derniers très très rapidement. On pourrait aborder les marées océaniques et l'attraction lunaire. C'est très bien connu, vous avez peut-être même déjà eu des conférences là-dessus. Donc, ça c'est connu, l'effet de la Lune. Les marées, les bourrelets de marée qui ne sont pas face à la Lune parce qu'il y a des frottements sur Terre, donc il y a un petit décalage. Bon, c'est de la mécanique, ça se comprend assez bien. On peut même arriver facilement à comprendre pourquoi il y a deux bourrelets aussi, un en face. Ce n'est pas juste la Lune qui attire, la Lune attire différentiellement. Donc elle attire plus la mer qui est face à elle et moins celle qui est de l'autre côté. Donc ça fait des bourrelets de chaque côté. Pour les salades, je vous ai parlé des salades, l'effet de la Lune sur la pousse des salades, il n'y a aucune étude scientifique. Aucune. On aurait pu penser que des jardiniers auraient tenu des cahiers avec la date de plantation, etc., d'année en année, en reportant la météo, plein de choses, pour dire oui, c'est vraiment cette date-là, parce que j'en ai planté pendant tous les jours, pendant 30 jours, et puis ben, du coup, c'était telle phase de la Lune, et celle qu'on poussait, c'est juste celle-là, et c'est pas les autres. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet, si je le pense, mais il n'y a pas d'études. Pour les naissances, là par contre, des études très sérieuses ont été faites. Des études, puisque en France, on a les statistiques de l'INSEE, on sait exactement combien de personnes sont nées chaque jour. Une première étude menée sur 30 ans de statistiques a montré que ce qui décalait le plus les naissances, ce n'est pas la Lune, c'est le fait que les médecins prennent de plus en plus leur congé le dimanche. Donc au fil des ans, on voit qu'il y a de moins en moins de naissances le dimanche. L'effet de la Lune, là-dessus, je ne sais pas. Voilà. Et depuis a été refaite une étude par la même personne, mais aidée d'autres personnes statisticiennes, pour rechercher, donc je crois sur encore 20 ans de plus, toujours avec les chiffres de la France, une étude, alors en se disant, comme on a vu que les dimanches, ça perturbait, les jours fériés aussi, le 1er janvier, on est moins que le 2 ou le 30 décembre. On provoque l'accouchement, on dit « Madame, attendez un peu, le médecin va arriver demain ». Donc, en prenant ces statistiques sur 50 ans, en enlevant tous les dimanches, en enlevant les jours fériés, en enlevant un certain nombre de choses et en regardant que les autres jours, en sachant quel jour du mois lunaire on fait des statistiques, on fait les écarts types, on a une moyenne. En France, c'est à peu près 2000 naissances par jour aujourd'hui, mais bon, les statistiques changent, donc on prend tous les chiffres, on ramène tout en moyenne, tout ce qu'il faut pour les statisticiens. Et puis on se rend compte que oui, il existe 2 points pour lesquels, statistiquement, il existerait un petit surplus ou un petit déficit de naissance. Mais ce n'est pas le jour de la pleine lune, c'est le jour de la pleine lune plus 1. Et puis un autre jour, ça doit être plus 14 ou quelque chose comme ça, où il y a un petit déficit, l'autre un petit... On ne l'explique pas. Là, c'est juste une étude statistique donc, qui montre d'éventuelles corrélations. Finalement, on ne naît pas plus le jour de pleine lune que les autres. Par contre, si vous rencontrez des sages-femmes, elles vont vous dire que le jour de pleine lune, il y a du monde dans les maternités. Et ça, c'est pas faux. Parce qu'une maternité, elles ont aussi des cahiers sur lesquels elles marquent tout ce qu'elles font. Donc elles savent que les jours de pleine lune, il y a plus de monde. Il y a des hôpitaux où ils mettent plus de monde les jours de pleine lune.
Et ça vient de quoi? Ça ne vient pas du fait qu'il y a plus de naissances. Ça vient qu'il suffit que quelques personnes pensent qu'elles vont accoucher parce que c'est la pleine lune, qu'elles viennent et qu'elles soient prises en charge. C'est normal. Il naît aussi des gens les jours de pleine lune. On ne va pas renvoyer les gens en disant « mais non, la pleine lune, ça ne marche pas ». Il naît quand même des gens les jours de pleine lune. Mais seulement les maternités, vous savez que c'est quand même pas surdimensionné. Il faudrait des gens, il faudrait les payer. Donc c'est quand même calibré en fonction du bassin de vie. Si on a l'habitude d'avoir 3 naissances par jour, on ne prévoit pas 15 salles. Donc si les jours de pleine lune, il y a 2 ou 3 femmes qui viennent parce qu'elles pensent que peut-être ça pourrait déclencher, soit parce que la date qu'on leur avait donnée est dépassée, donc c'est normal qu'elles s'inquiètent, soit parce qu'elles disent oui, on m'a donné cette date, c'est dans 10 jours, mais bon, comme il y a la pleine lune, ça pourrait... Il suffit de quelques cas, et ça sature, ça fait plus d'activité les jours de pleine lune. Mais il n'y a pas de naissance, plus de naissance au final les jours de pleine lune. Alors, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui m'ont permis, ainsi qu'à Delphine Charéron, co-autrice d'articles, permis de réfléchir. C'est toutes les personnes qui ont fait des photographies. Voilà. Agnès Bout, donc au Lisbonne, Valence, Madrid, Tananarive, etc. Tous les points que je vous ai montrés. Donc, toutes ces personnes ont fait au moins une photo que j'ai pu utiliser. Voilà. Voilà. Je remercie bien sûr Delphine Charéron, qui est co-autrice de l'article à l'origine de cette conf, donc sur lequel je me suis basé pour faire cette conf, mais du coup j'ai pris des exemples différents pour ne pas répéter la même chose, voir les choses différemment, aller plus loin sur certains points. Delphine Charéron, c'est elle qui a été contactée pour venir faire cette conférence, puis elle dit non, moi je ne peux pas, mais je peux dénoncer quelqu'un. Voilà. Donc moi je m'occupe du site Planète Terre, donc, qui est un site à destination des enseignants, en général des enseignants de SVT, pour leur formation continue. Elle s'occupe du site Culture Sciences Physique, qui fait la même chose pour les enseignants de physique. Et puis tout ce qui est astronomie, des choses comme ça, c'est un peu entre les 2 disciplines, sciences de la Terre et de l'univers. Donc du coup, on fait des choses en commun. Je remercie aussi Jordan Beats pour les illustrations. Là, l'illustratrice avec sa queue de cheval, c'est pas moi. Moi, ce que je lui ai fourni, c'est des dessins de travail. J'ai eu du mal à dessiner déjà. Donc après, lui, il les a mis un peu d'une manière plus facile à appréhender. Voilà. Et puis, pour finir, vous pourrez retrouver sur le site Planète Terre ou le site Culture Sciences Physiques l'article « Observation de la Lune depuis la Terre, orbite et phase de la Lune », sur lequel est basée cette conférence. Et dans le même esprit, avec mêmes auteurs et mêmes illustrateurs, les saisons sur Terre, répartition d'énergie solaire et paramètres orbitaux, qui part un peu des mêmes choses. Quelles sont les idées qu'on a sur les saisons? Quelles sont les choses que les étudiants de fin de licence ou de début de master scientifique, dont certains vont devenir enseignants 1 an ou 2 après, qu'est-ce qu'ils pensent des saisons? Quand on leur demande d'expliquer les saisons, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qui est bien compris, mal compris? D'accord? Donc c'est pareil. Et pour ces 2 articles, des posters ont été faits, qui sont téléchargeables. Le PDF est téléchargeable. J'en ai mis quelques exemplaires derrière si certains veulent en prendre, avec des élastiques pour les emmener, pour les enrouler. Et puis pour ce qui est de l'observation de la Lune, si vous allez sur l'un des 2 sites, vous aurez, en plus du poster, vous pouvez aussi télécharger l'ensemble du matériel brut qui a permis de réfléchir. Les 107 images, elles sont toutes renommées. Il y a la liste des auteurs, la liste des photos qu'ils ont prises, la liste des photos à chaque phase. Donc il y a aussi des croissants ascendants, croissants descendants, des lunes gibbeuses, etc. Avec le lieu, l'heure de prise, etc. Vous avez tout le matériel brut si vous voulez vous faire des choses, ou si les enseignants veulent faire des choses, de demander à des collègues, finalement ils reprennent des exemples. Et puis voilà. Donc là, j'ai fait exprès de prendre des images qui ne sont pas toutes dans l'article. Bon, j'en ai repris d'autres pour mettre en valeur un peu aussi d'autres photographes. Voilà. Et bien, je vous remercie.